Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, avant tout, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je remercie une fois de plus les frères responsables de l'association du Jardin des Jeunes de nous avoir accueillis et reçus donc ici dans leur local en ce dimanche, donc 1er juillet 2012. Et nous allons aujourd'hui commencer la première partie de notre cours qui en réalité c'est un séminaire de cours accéléré portant sur l'histoire de l'Empire ottoman. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous aurons affaire à l'acte 1, autrement dit la première partie donc, de ce cours. J'ambitionne d'organiser ce cours en maximum 3 parties. J'espère en tout cas qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu puisse me permettre de réussir donc cette mission, y atteindre donc cette ambition. Quoi qu'il en soit, vous avez dans un premier temps une première image par l'entremise de laquelle je commence donc ce séminaire. C'est l'emblème de l'Empire ottoman. Vous l'avez devant vous donc sur l'écran. Et c'est bien un séminaire qui sera donné ici au Jardin des Jeunes pour cette année donc 2012. Je me permets aussi de vous présenter les 6 chapitres de ce séminaire, de la première partie de l'acte 1 de ce séminaire. Nous avons donc une présentation générale de l'Empire ottoman. J'ai estimé utile de présenter de manière générale l'Empire ottoman sous ses différents angles avant d'aborder l'histoire réelle de cette grande nation de l'islam, de ce grand empire musulman. Et il est tout à fait pertinent à mon goût et à mon point de vue de présenter de manière générale cet empire, cette nation, Inch'Allah Ta'ala. Alors ici j'ai les 6 points, je vais vous les lire. Donc acte 1, présentation générale de l'Empire ottoman. Nous avons l'introduction. Deuxièmement, l'Empire ottoman, voyage à travers 6 siècles d'histoire. Dans ce chapitre, je vais vous proposer un voyage rapide, en quelques points très rapides, qui couvre du début jusqu'à la fin donc de l'histoire de l'Empire ottoman. Les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, l'essentiel. Troisième chapitre, au troisième point, les origines de la dynastie ottomane. Tout ça, nous le découvrirons au fur et à mesure, Inch'Allah. Quatrième chapitre, comment naquit l'Empire ottoman. Cinquième, un mot au sujet de la dynastie ottomane, la maison de Uthman al-Uthman. Et enfin, 6e point au 6e chapitre, une histoire et des hommes. Alors, pour commencer, Inch'Allah Ta'ala, l'introduction. L'islam, message universel. Beaucoup ont tenté de présenter l'islam comme étant la religion des Arabes, Dinul Arab, excluant ainsi donc son universalité. Les savants de l'islam ont d'ailleurs répondu à cette prétention, à cette accusation, à ce propos tout à fait erroné. Ils l'ont réfuté et ils ont même argumenté afin d'appuyer et d'étayer la thèse selon laquelle l'islam n'est pas une religion, ou n'est pas la religion des Arabes, mais plutôt l'islam est une religion, est un message universel. Il est vrai certes que le message de l'islam naquit dans la péninsule arabique. Il est vrai aussi que la péninsule arabique fut le point de départ et de rayonnement de ce message au niveau mondial et international. Il est également vrai que certains actes cultuels de l'islam se déroulent en langue arabe, et je pense ici particulièrement à la prière. Néanmoins, ces différentes considérations ne peuvent en aucun cas exclure le fait que ce message est véritablement universel. Il suffit de voir d'ailleurs les peuples, les ethnies, les races
qu'a intégré ce message depuis le début dans son giron pour en avoir le cœur net et pour être convaincu de cette thèse, à savoir l'universalité donc de l'islam. Et d'ailleurs, ces peuples, ces races, ces ethnies qui ont intégré donc l'espace de l'islam ont joué un très grand rôle en se mettant au service de l'islam, mais aussi en défendant ses acquis et en protégeant ses territoires. Permettez-moi, mes chers frères, d'aller plus loin dans l'argumentation. Pour appuyer cette thèse, pour l'étayer, pour lui donner de la consistance, je vous propose de faire appel à 3 témoins. 3 témoins qui vont nous dire, qui vont nous exprimer, qui vont nous confirmer l'universalité de ce message. Le premier témoin, c'est le témoin de la révélation, Shahidul Wahy. Le témoin de la révélation, Shahidul Wahy. Le Coran n'a de cesse de rappeler que ce message est universel. Le Seigneur ne nous a-t-il pas dit, dans la sourate Les prophètes et l'Anbiya, qualifiant le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, qualifiant son missionnariat. Notre Seigneur n'a-t-il pas dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. On voit ici une vision universelle donc de ce message. Le critère de préférence entre les croyants, tel que le rappelle le Coran, mais aussi le prophète, comme on va le voir dans quelques instants, sallallahu alayhi wa sallam, le critère de préférence entre les croyants, ce qui distingue les croyants en degrés, ce n'est pas leur appartenance à une race, ni à une classe, ni à une ethnie, ni à une langue, c'est la piété et taqwa. Rappelons-nous ce verset dans la sourate Les Cloisons, Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ya ayyuhan nas, vous les hommes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, et nous avons fait de vous shu'uban, des peuples, wa qaba'ila, des tribus, lita'arafu, afin que vous appreniez à vous connaître. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, le plus honorable parmi vous auprès de son Seigneur, auprès de votre Seigneur, c'est celui qui est le plus pieux, le plus craintif. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, lors de son pèlerinage d'adieu, qui fut le dernier lieu et le dernier moment où il rencontra sa communauté et durant bien sûr lequel il y fit ses adieux, a tranché de manière définitive sur cette question. Il a tranché cette question d'une manière définitive en abolissant et en effaçant toutes les considérations qui n'ont aucun lien, aucun rapport avec l'essence même de l'islam, à savoir la piété et taqwa. Il dit en substance, dans cette tradition apportée par Tirmidhi, il dit La fadla li arabiyyin ala ajami. Il n'y a pas de mérite pour un arabe vis-à-vis d'un non-arabe. Wala li ajamiyyin ala arabi. Et ni d'un non-arabe par rapport à un arabe. Wala li abyad ala aswad. Ni d'un blanc par rapport à un noir. Wala aswad li abyad. Et ni d'un noir par rapport à un blanc. An-nasu min Adam. Les hommes viennent d'Adam. Wa Adamu min turab. Et Adam provient de la terre. Il n'y a pas de message aussi clair et aussi éloquent que celui-ci pour souligner l'universalité de l'islam, et que aux yeux de l'islam, ce n'est pas la race, ce n'est pas la classe, ce n'est pas la langue, ce n'est pas la nation qui fait la différence entre les croyants, mais c'est tout simplement leur piété. Notre deuxième témoin, c'est celui de la biographie prophétique, Shahidus Sira. En effet, lorsque nous jetons un regard à travers les pages de la biographie prophétique, nous jetons un regard sur ces apôtres qui entouraient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que ces hommes qui l'entourent viennent d'horizons divers. Pas seulement des horizons liés à des tribus différentes, non. Ils viennent d'horizons divers dans le sens où certains d'entre eux ne sont pas des Arabes. Certains premiers compagnons du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas des Arabes.
Salman al-Farisi, Salman le Perse, il n'est pas arabe. Bilal al-Habashi, Bilal l'Éthiopien, l'Abyssinien, n'était pas arabe. Sohaib, le compagnon Sohaib, n'était pas non plus arabe. Sohaib était d'origine romaine, mais il a grandi en Arabie, il a grandi à la Mecque. Mais ce n'est pas un arabe. Et pourtant, c'est un disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans son entourage. Ça, c'est pour le témoignage de la Sira, qui est le deuxième témoin qui appuie cette thèse de l'universalité de l'islam. L'histoire, dans ces épisodes successifs, représente le troisième témoin. Le troisième témoin, parce qu'il suffit de parcourir l'histoire et de jalonner l'histoire de l'islam pour remarquer que les grands acteurs de l'islam ne furent pas tous des Arabes. Il y avait beaucoup de non-Arabes. Salah ad-Din al-Ayyubi, à titre d'exemple, le libérateur de Jérusalem, n'était pas arabe, il était kurde. Vous avez de grands savants, de grands hommes de l'histoire de l'islam qui n'étaient pas arabes. L'imam al-Bukhari, il vient d'Ouzbékistan, de Bukhara. Et bien d'autres exemples que le temps malheureusement ne nous permet pas d'aborder ou bien de détailler pour cette première partie consacrée à l'histoire de l'Empire ottoman. Et nous allons voir maintenant, Inch'Allah Ta'ala, ce qui démontre à travers ce témoin de l'histoire, ce témoignage de l'histoire, nous allons voir ce qui démontre et ce qui prouve qu'effectivement l'islam est, restera et demeurera un message universel. Les dynasties musulmanes, incarnation de l'universalité de l'islam. Comme je le disais à l'instant même, les grands acteurs de l'islam ne furent pas tous des Arabes. Et vu que nous parlons d'histoire, d'un grand État, d'un grand empire, d'une grande dynastie musulmane, à savoir la dynastie ottomane, eh bien cette dynastie qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'islam n'était pas arabe. C'est une dynastie turque. Les Seldjoukides, pour l'Orient al-Mashriq, l'Orient musulman, les Seldjoukides, c'était aussi une grande dynastie musulmane. Elle était turque. Elle a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'islam. Lorsque nous partons du côté du Maghreb, l'Occident musulman, nous avons de nombreuses dynasties musulmanes qui se sont succédées et beaucoup d'entre elles n'étaient pas arabes. Et beaucoup d'entre elles ont porté haut l'étendard de l'islam, ont défendu les valeurs de l'islam, ont protégé ses acquis et aussi ses territoires. Lorsque je prends pour exemple les Almoravides, la dynastie des Almoravides, Al-Mourabitoun, dynastie marocaine d'origine berbère, issue du sud du Maroc. La dynastie des Almohades, Al-Mouahidoun, dynastie marocaine également d'origine berbère. Et il y a beaucoup d'autres exemples que nous pouvons citer pour appuyer cette thèse quant au fait que l'histoire de l'islam a été écrite par de nombreux hommes qui, pour la plupart d'entre eux, n'avaient aucun lien avec la nation arabe, Al-Umma al-Arabiya. L'Empire ottoman, une page de notre histoire. L'Empire ottoman, effectivement, est l'une des pages glorieuses de l'histoire de l'islam. Et d'ailleurs, cette page de l'histoire sera à l'honneur de notre étude durant les différents séminaires que nous allons partager ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Et aujourd'hui, nous sommes à la découverte de la première partie donc, de ce séminaire. Pourquoi étudier l'histoire de l'Empire ottoman ? Non seulement parce qu'il s'agit d'une page importante de notre histoire, mais parce qu'aussi l'Empire ottoman, al-Imratoriya al-Uthmaniya, la dynastie ottomane, al-Dawlat al-Uthmaniya, l'État ottoman, al-Dawlat al-Uthmaniya, c'est l'une des sources de notre fierté, de notre grandeur. Et une troisième raison qui nous pousse à lire ou à découvrir l'histoire de l'Empire ottoman, c'est que cette grande page de l'histoire, cette page très longue de l'histoire, a été quelque peu ternie. Certains de ces faits ont été même falsifiés. Et il y a eu une rupture entre les Arabes et les Turcs suite à cela. Et si nous devions résumer les raisons pour lesquelles il y a eu une rupture historique entre les deux grands bras de l'islam qui étaient les Arabes et les Turcs, nous pouvons résumer ces facteurs dans 2 points.
Le premier point, c'est cette littérature européenne orientaliste qui a travaillé pendant des siècles à noircir le tableau des sultans ottomans et surtout de l'Empire ottoman. À les présenter comme étant des sanguinaires, comme étant des conquérants sans foi ni loi. Et bien sûr, lorsque nous parlons de littérature orientaliste, il ne faut pas oublier que cette littérature est fortement imprégnée par l'esprit croisé, ar-ruh as-salibiyya, l'esprit croisé hérité de l'époque où le Vatican portait haut et fort l'étendard appelant à lutter contre les musulmans et surtout à lutter contre cet empire qui a posé ses pieds sur le continent européen, comme nous allons le découvrir, Inch'Allah, donc très bientôt. Deuxième raison de cette rupture historique entre ces deux grands bras de l'islam, les Arabes et les Turcs, c'est l'injustice de certains gouverneurs ottomans, surtout lors de la phase finale de cet empire. Autant l'Empire ottoman a mis à l'honneur les peuples arabes, musulmans bien sûr, il les a mis à l'honneur, et même chrétiens d'ailleurs, il les a mis à l'honneur, autant lors de la phase finale qui est celle de la décadence, de la dégradation, il y eut malheureusement plusieurs gouverneurs ottomans qui ont fait preuve d'une très grande injustice, d'une très grande oppression, et c'est ce qui poussait les Arabes à tendre l'oreille aux sirènes des puissances occidentales, entre autres anglaises, qui les appelaient à se révolter contre l'Empire ottoman, à bâtir leur royaume arabe, comme le disait sans rire et sans sourire Laurence d'Arabie, qui promettait aux Arabes un grand royaume arabe, à condition de se libérer, de s'affranchir de la tutelle turque, parce qu'effectivement il y a eu quelques erreurs de la part de certains gouverneurs turcs ottomans. Eh bien les Arabes se sont fait duper une fois de plus. Ils se sont fait arnaquer, excusez-moi cette expression un peu forte, parce que ils n'ont pas vu le royaume arabe naître, mais ils les ont vus plus tôt. Ils ont vu s'installer sur leur contrée le tutorat européen. Le mandat colonial britannique, français, se sont installés sur l'Orient, mais aussi sur une bonne partie du Maghreb, et ainsi les Arabes se sont fait une fois de plus duper par ces discours trompeurs, ces discours de propagande que leur proposaient et que diffusaient parmi eux, particulièrement les Anglais. Donc vous comprenez maintenant, mes honorables frères, l'importance d'étudier cette page de l'histoire, de restituer à l'Empire ottoman sa vraie nature. Bien sûr, nous ne verserons pas dans de l'angélisme. L'histoire de l'Empire ottoman, ce n'est pas un parcours sans faute. Il y a eu des erreurs, il y a eu des bavures, mais l'Empire ottoman n'est pas le seul. Tous les empires de l'histoire de l'humanité ont connu des heures de gloire, mais ont connu également des pages sombres. Mais il faut garder un esprit critique. Il faut pouvoir faire la part des choses et rester juste surtout dans son jugement. Alors comment aborderons-nous cette glorieuse histoire ? Eh bien, je vous dirai tout simplement, mes honorables frères, que cette histoire comportera donc plusieurs parties, comme je l'ai dit. La première partie, c'est celle-ci. C'est bien entendu la découverte de l'Empire ottoman dans les grandes lignes, donc présentation générale de l'histoire de l'Empire ottoman. La deuxième partie sera consacrée à la période de la fondation. En arabe, on appelle ça Ahd al-Ta'sis. Parce qu'il y a des sultans ottomans qui ont jeté les bases, les fondements de cette future grande nation. La troisième partie, elle sera consacrée à la période de la construction, al-Bina, Ahd al-Bina. C'est quoi la différence entre les deux ? Les fondateurs jettent les bases. Les constructeurs vont consolider les bases érigées par leurs ancêtres, par leurs prédécesseurs, et vont donner la vraie forme à cet empire, la vraie dimension, donc à celle-ci fidèlement, ou d'une manière fidèle à ce testament qu'ont laissé leurs prédécesseurs. Et enfin, la dernière partie, qui est la quatrième, elle sera consacrée à la période de décadence et de chute donc de cet empire. Permettez-moi, chers frères, de souligner un point très important. Nous, en tant que musulmans, que nous soyons simples croyants ou passionnés d'histoire ou encore historiens ou chercheurs, lorsque nous parcourons l'histoire de cette grande nation qui est celle de l'Empire ottoman, nous sommes redevables
nous sommes redevables à cette grande nation musulmane pour les services honorables que cette nation a rendus à l'islam et au monde musulman. Et d'ailleurs, je me permettrai de résumer ces grands services rendus par l'Empire ottoman, qui est une partie de notre histoire à nous en tant que musulmans et arabes aussi. Je me permets de résumer ces grands services rendus par cette grande nation dans 3 points. Le premier point, la protection des lieux saints de l'islam contre les tentatives portugaises qui visaient à investir les lieux de l'islam, à les occuper, et les Portugais voulaient même aller plus loin. Ils avaient pour projet de retirer le corps du prophète sallam et de le jeter à la mer. Ils avaient pour objectif de profaner ces lieux saints de l'islam, ceux de la Mecque et de Médine. Les Ottomans se sont mis sur leur chemin et ont déjoué leurs plans, les plans de cette flotte portugaise qui avait approché les côtes arabes, les côtes de la péninsule arabique, et grâce à Dieu avant tout, ensuite, grâce à nos ancêtres ottomans, ils auront barré la route et plus jamais, ni les Espagnols, ni les Portugais, ni aucune autre puissance européenne serait tentée ou aurait été tentée de répéter cet épisode qui fut un véritable échec et un grand désastre pour cette flotte portugaise. Deuxième grand service rendu par l'Empire ottoman, c'est la préservation de l'identité arabo-musulmane de l'Afrique du Nord. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. L'Empire ottoman a joué un très grand rôle sur ce plan-là. Au moment où les musulmans ont été expulsés d'Espagne et du Portugal avec la chute du dernier bastion de l'islam en Espagne en 1492, Grenade, les Espagnols, ou la couronne espagnole de l'époque, ne voulaient pas s'arrêter à ce stade-là. Ils avaient pour projet de débarquer et de s'imposer en Afrique du Nord, de prendre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et ce qui peut suivre. Les habitants de ces régions d'Afrique du Nord ont fait appel aux Ottomans parce que c'était la seule puissance musulmane capable de répondre à ces tentatives espagnoles. Et c'est ainsi que, alhamdoulilah, Dieu merci, les Ottomans ont intégré le Maghreb, à part le Maroc, ils ont intégré le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, ils l'ont intégré à leur territoire et ainsi, ces régions maghrébines sont devenues des provinces ottomanes qui ont pu garder leur islam, qui ont pu garder leur identité arabo-musulmane. Troisième grand service rendu par les Ottomans, c'est le fait que les Ottomans ont été un rempart solide contre la propagation de la doctrine chiite safawide. Parce qu'il faut rappeler que au moment où les Ottomans agrandissent leur empire, consolident leurs acquis, il y a le Shah Ismaïl. Le Shah Ismaïl, qui était le roi de Perse de l'époque, qui en même temps concourait à répandre la doctrine chiite, et il visait les contrées arabes. Les Ottomans ont réussi à faire de leur empire un rempart solide, empêchant à cette doctrine de se répandre dans les contrées arabes, de faire des contrées arabes des provinces de cette puissance perse safawide. Et ça, je pense qu'il faut leur souligner ce mérite, car c'est très important. D'ailleurs, ils vont même réussir, les safawides iraniens, perses, vont même réussir à implanter la doctrine safawide en Anatolie. L'Anatolie qui est le fief des Ottomans. Et les sultans ottomans vont réussir avec le temps à sunniser, si l'expression le permet, à sunniser la région donc, anatolienne de telle sorte que celle-ci réintègre la dimension, ou plutôt la sphère donc, sunnite. Ça, c'est important à le souligner, car notre Seigneur nous apprend « Idha qultum fa'dilu » si vous dites « soyez juste », et la justice et l'équité nous obligent à souligner donc, ces grands services rendus par l'Empire ottoman. Nous allons maintenant découvrir ensemble, Inch'Allah Ta'ala, le deuxième point de notre intervention,
consacré au titre suivant, l'Empire ottoman voyage à travers 6 siècles d'histoire. Les différents points que je vais voir avec vous très rapidement, je vais tracer avec vous l'histoire de l'Empire ottoman en 6 siècles. Premièrement, dernier empire musulman de l'histoire de la Ummah. Deuxièmement, extension géographique de l'Empire ottoman. Troisièmement, les sultans ottomans, une lignée royale illustre. Quatrièmement, l'âge d'or de l'Empire ottoman. Cinquièmement et dernièrement, décadence, décomposition et chute de l'Empire ottoman. Commençons par le premier point. Dernier empire musulman de l'histoire de la Ummah. Effectivement, l'Empire ottoman représente le dernier empire, la dernière grande nation musulmane qui ait survécu jusqu'au début du XXe siècle. Car il faut rappeler qu'en 1924, c'est l'acte de décès donc de l'Empire ottoman, parce que fut proclamée la République turque par l'entremise de Mustafa Kemal. Et donc c'est le seul empire musulman qui ait survécu jusqu'à l'entrée donc, du XXe siècle. Et cet empire a duré combien de temps? Il a duré plus ou moins 644 ans. De 1280 jusqu'à 1924. Et pour être précis, jusqu'au 29 octobre 1923, donc 29 octobre 1923, qui est donc la date de l'abolition du califat, et après, en 1924, a été proclamée la République donc turque, qui tourne ainsi la page de l'histoire de cette grande nation, de ce grand empire qu'était l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui a commencé par une petite famille, ou plutôt une confédération de familles de 400 personnes, pour devenir un immense empire. L'Empire ottoman avait un immense territoire qui couvrait les 3 continents: l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Regardez d'ailleurs avec moi ici la carte qui vous indique que cette grande nation musulmane couvrait donc les trois continents, en commençant par l'Algérie pour le continent africain, et vous avez jusqu'aux portes de Vienne pour l'Europe, et en Asie, ils est arrivé jusqu'au Caucase, en occupant une partie donc de l'Iran, Perse, Tabriz, et vous avez aussi Chaldiran et d'autres villes propres donc à l'Iran, où se trouvent en Iran, qui furent également intégrées à l'Empire donc ottoman. Et c'est comme ça qu'on comprend que l'Empire ottoman s'est enrichi. L'histoire ottomane s'est enrichie de différents apports. Il y a l'apport arabe, turc, qui est le leur, mongol aussi, et perse également. Vous allez comprendre très bientôt, Inch'Allah. La ligne rouge que vous voyez sur la carte, ça c'est la frontière de l'Empire ottoman dans sa plus grande extension. Car il faut savoir que Sulayman le Magnifique, ce grand sultan de l'Empire ottoman, il a assiégé la ville de Vienne dans le but de la prendre, mais au bout d'un certain délai, il a dû abandonner, car cette ville était imprenable, et c'est suite à cela d'ailleurs qu'est apparu le croissant que nous mangeons, donc le croissant fait en boulangerie. C'est suite à cela qu'il est apparu. Pourquoi? Parce que le symbole, l'emblème des drapeaux ottomans, c'était le croissant. Enfin, drapeau musulman, de manière générale. C'était le croissant. Et il y avait un boulanger. Donc viennois, qui lorsqu'il a vu que le siège de la ville a été un échec, que Sulayman le Magnifique n'a pas pu prendre Vienne, alors pour fêter cet événement avec les Viennois, lui qui était boulanger, il a imité le croissant, qui est l'emblème principal sur les drapeaux donc ottomans. Il l'a imité et en a fait donc un croissant, donc ce fameux aliment, afin que tout le monde puisse le manger, et on mange de l'ottoman quelque part, parce que pour eux c'est une manière d'humilier les Ottomans qui ont perdu. Et en réalité, l'Europe dans son entièreté a tremblé
elle était sur les nerfs. Pourquoi elle était sur les nerfs? Parce que si Vienne tombe, le reste de l'Europe tombera comme un effet de domino. Et c'était le projet d'ailleurs des Ottomans. Le projet des Ottomans, c'était de partir de chez eux, de l'Est, de prendre toute l'Europe et de revenir sur l'Espagne. De restituer l'Andalousie aux musulmans. C'était le rêve, c'était le projet des Ottomans. Tout comme Moussa ibn Nusayr, ce grand commandant musulman qui était parti en Andalousie avec Tariq ibn Ziyad. Moussa ibn Nusayr avait lui à son tour le projet inverse. Le projet inverse, lui, voulait partir de l'Espagne, donc de l'Occident musulman, monter vers la France, le pays des Francs, et faire tout le contour et arriver à Damas. Et remettre les différentes clés des grandes villes européennes aux souverains omeyyades de Damas comme trophée. Mais il a dû être appelé bien avant cela, il a dû regagner donc la capitale damascaine en rappelant que le sultan, ou plutôt le calife omeyyade, était très prudent et ne voulait pas que les armées musulmanes se lancent dans des aventures qui seraient trop dangereuses et trop risquées. Donc vous voyez ici que ces hommes-là avaient de très grandes ambitions. Très très grandes ambitions. Ça c'est pour l'extension géographique donc, de l'Empire ottoman. La ligne rouge, je le rappelle, indique l'extension extrême à son apogée où est arrivé donc l'Empire ottoman. On y reviendra certainement dans les cours prochains, Inch'Allah. Les sultans ottomans, une lignée royale illustre. Vous avez ici quelques portraits donc, de ces sultans. Je ne sais pas si tous les portraits sont vrais, en tout cas dans les derniers certainement, parce que les tableaux se faisaient, donc dans les derniers siècles de l'Empire ottoman, il y avait des tableaux qui étaient dessinés comportant les portraits des derniers sultans. Il y avait des photos aussi réelles qui avaient fait leur apparition. Mais ici, dans ce grand tableau ici, vous avez les différentes photos des sultans ottomans. Si vous comptez bien, il y en a 36 ici. Or, nous avons 37 sultans et califes. Alors, je me permets de vous faire découvrir le dernier qui n'est pas dans le tableau ici. Le dernier sultan, c'est Abdul Hamid, ou plutôt Abdul Majid II, dernier sultan de la lignée ottomane. C'est le tout dernier. Nous allons maintenant, si vous me le permettez, Inch'Allah Ta'ala, découvrir l'arbre généalogique des sultans ottomans, du premier jusqu'au dernier. Bon, je vais faire des commentaires très rapides et très brefs sur chacun d'entre eux, et sur certains d'entre eux pour être plus précis, mais je voudrais avant tout rappeler une chose importante. C'est que la dynastie ottomane a connu en tout et pour tout 37 souverains, 37 monarques, 37 sultans et califes. Le premier était Uthman Bek, le dernier était celui-ci, Abdul Majid II. Découvrons maintenant ensemble l'arbre généalogique donc des sultans ottomans de la dynastie ottomane. Ertugrul en arabe, qui est mort en 1290 après donc, Jésus-Christ. Ertugrul, en réalité, comme vous voyez ici, son nom n'est pas numéroté, parce que lui, c'est le précurseur. Et il est le père du fondateur de la dynastie. Il est à l'origine, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors nous avons Uthman Ier, connu sous le surnom de Ghazi, qui veut dire guerrier. C'est le fondateur de la dynastie dont l'appellation ottomane est tirée de son prénom. Lorsque vous entendez la nation ou l'empire ottoman, Ad-Dawla al-Uthmaniyya, l'appellation ottomane tire son origine du prénom de ce sultan qui est le fondateur de la dynastie. On y reviendra plus tard. Vous avez Orkhan qui est son fils, Mourad Ier, également un grand personnage également. Vous avez Bayazid Ier, connu sous le nom de Yildirim, qui veut dire, on a notre médecine ici qui est turc, qui pourra peut-être nous corriger la traduction si elle n'est pas bonne. Moi j'ai ici la foudre, As-Sa'iqa,
en arabe. Et pour l'anecdote, Bayazid, qui était un sultan guerrier, qui va veiller à agrandir les frontières de l'Empire, il va tomber entre les mains d'un homme qui sera beaucoup plus intelligent que lui, beaucoup plus fin, beaucoup plus stratège que lui, c'est Tamerlan. Tamerlan, l'empereur mongol, qui était musulman d'ailleurs, qui entrera en conflit avec Bayazid Ier, et Bayazid perdra cette bataille et sera même prisonnier. Et il mourra donc dans les geôles de ce personnage Tamerlan. Le problème, c'est qu'en mourant, il ne laisse pas de consigne quant à sa succession. Et là, on a affaire à l'un des épisodes un peu sombres de l'histoire de la dynastie ottomane. C'est ce qu'on appelle l'interrègne. En arabe, on appelle ça al-fatra, l'interrègne. Qu'est-ce que l'interrègne ? Les fils de Bayazid vont se livrer à des luttes fratricides pour le pouvoir. Pendant plus de 10 ans, ils vont s'entretuer. Chacun va arracher une partie de l'empire et va y imposer son pouvoir. Et à cause de ces conflits, il y a deux choses qui vont se produire. Premièrement, Harakatul Futuh, le mouvement des conquêtes, s'arrête. Et deuxièmement, l'Empire ottoman perd des provinces que les puissances européennes récupèrent. Mais croyez-moi, derrière tout mal, il y a un bien. Et comme si Allah Azza wa Jal, Dieu a voulu procéder à un filtre de ces princes, donc ottomans, et à n'en garder que le meilleur. Parce qu'effectivement, celui qui va succéder, qui va s'imposer avec force, Mohammed Ier, connu sous le titre de Al-Jalabi, Jalabi, je pense c'est en turc, en tout cas en arabe Jalabi, qui est un titre princier indiquant la noblesse, celui-ci va s'imposer, et c'est de sa descendance que viendra Mohammed al-Fatih, le grand conquérant, celui qui prendra Constantinople en 1453, il viendra de sa descendance à lui. Mourad II, lui connaîtra deux périodes de règne. La première période de règne, c'est de 1421 à 1444. Il décide de se retirer pour se consacrer à l'adoration et à la prière et à la lecture du Coran. Donc il est, si vous voulez, il se lasse du pouvoir, il n'en veut plus et il se retire. Et il met son fils à sa place. Son fils, c'est Mohammed II, Mohammed le Conquérant, Mohammed Fatih. Il le met, mais il est trop jeune. Alors, lorsque les puissances européennes ont appris que c'est son fils qui a pris le pouvoir alors qu'il est c'est un adolescent, il est trop jeune, elles ont commencé à préparer des plans de conquête, ou de reconquête, disons plutôt. Alors, les oulémas, les savants qui étaient autour de Mohammed II et les grands conseillers du palais, voyant ce jeune garçon donc inexpérimenté, pas assez mature, ils vont appeler leur père en lui demandant de reprendre ses fonctions. Et il va revenir et il va pouvoir déjouer tous ses plans, comme nous le verrons, Inch'Allah, dans les cours prochains. Et comme vous voyez, de 1421 à 1444, c'est sa première période de règne, après quoi il se retire, et il revient donc 2 ans plus tard, en 1446, jusqu'en 1451. Son fils, Mehmed II, Mohammed Thani, Mohammed II, connu sous le surnom de Al-Fatih, l'un des personnages clés de l'histoire de l'Empire ottoman, à son tour, il a connu 2 périodes de règne, comme on l'a vu auparavant. Lorsqu'il était adolescent, de 1444 à 1446, et il aurait une seconde période de règne, 1451 jusqu'à 1481. Ça fait combien d'années ? Ça fait 30 ans. 30 ans de règne. Et 30 ans de gloire et de puissance. Il faut le souligner. Bayazid II, aussi un grand pilier des premiers temps de la dynastie ottomane, de l'Empire ottoman. Selim Ier, celui-là il est important aussi. Selim Ier, connu sous le surnom de Yavuz, le brave. C'est lui qui va faire entrer l'Empire ottoman sur l'arène du monde musulman. Parce que l'Empire ottoman, à son époque, n'est qu'une principauté, ou plutôt une puissance régionale. Mais lorsqu'il prendra, et on verra ça plus tard, lorsqu'il prendra le Caire, l'Égypte, et qu'il sera reconnu comme calife des musulmans, voilà que la dynastie ottomane passe à une nouvelle phase de son histoire. Elle devient une puissance islamique mondiale. Alors qu'avant, c'était une puissance régionale. On va voir ça plus tard, Inch'Allah.
tel père, tel fils. Selim Ier laisse derrière lui un géant. C'est un géant, cet homme. Suleiman al-Awwal, connu sous un double surnom. Suleiman le Magnifique et le Majid et Suleiman al-Qanouni, le législateur, parce qu'il va mettre en place une administration moderne, des lois qui vont organiser la vie en société. Bref, il va développer donc l'État ottoman et il va poser des actes très fondateurs pour cette grande nation. Malheureusement, toute chose a une fin. Avec Suleiman Ier, Suleiman le Magnifique, qui mourra en 1566 et qui, pendant des décennies, comme le disent les historiens européens, fera trembler l'Europe. La simple évocation de son nom était suffisante pour faire peur à tous les monarques européens. C'est un peu à l'image de Omar ibn Khattab à son époque. Il faut le dire, le parallèle mérite d'être fait. Malheureusement, après lui, ce sera le début de la dégradation. Selim II, Mourad III, Mohammed III, Ahmed Ier, Mustapha Ier, qui lui connaîtra deux périodes de règne, comme vous pouvez l'observer ici, de 1617 à 1618, et une seconde période de règne de 1622 à 1623. Pourquoi plusieurs périodes de règne? Parce que après Suleiman le Magnifique, la dynastie ottomane va être minée par la corruption, par les conflits, par les intrigues de palais. Et nous découvrirons cela dans cette partie réservée à la découverte de l'histoire de l'Empire ottoman. Othman II, Mourad IV, je passe rapidement donc, parce qu'il n'y a pas de fait frappant. Mohammed IV. Et comme vous pouvez le remarquer, quelquefois ce sont des frères, quelquefois ce sont des fils. Suleiman II, Ahmed II, frère du précédent, Mustapha II, Ahmed III, Mahmoud Ier, Othman III. Othman III a essayé. Il a essayé de remettre l'Empire ottoman sur de bonnes rails, en procédant à une série de réformes religieuses, sociales, politiques, économiques, mais malheureusement, son règne était trop court. Il n'a régné que pendant 3 ans. Et le désordre s'est réinstallé à nouveau. Mustapha III, Abdelhamid Ier, qui est le frère du précédent, Selim III. Selim III, c'est le contemporain de la Révolution française. Il accède au pouvoir la même année du déclenchement de la Révolution française, en 1789. Et il s'intéresse à cette révolution. Pourquoi? Parce que cette révolution française a provoqué de très grandes mutations dans la France et dans toute l'Europe. Et il est très attentif à ces chamboulements parce qu'il voudrait en profiter pour redonner vie à l'Empire ottoman qui est très malade. Mais il va rencontrer une très grande opposition. Les janissaires ne vont pas accepter parce qu'il est le premier à proposer une réforme à l'occidentale. Les janissaires, cette armée privée, cette milice puissante de l'Empire ottoman n'accepte pas. Les ulémas, les savants, eux aussi n'acceptent pas. Eux, ils disent, nous acceptons une réforme à condition que cette réforme parte ou ait comme point de départ nos sources musulmanes. On accepte. En revanche, si vous importez des solutions toutes faites venant d'Europe avec un contexte historique complètement différent, deux histoires qui n'ont pas la même trajectoire, les savants étaient contre. Attention, les janissaires ne se sont pas opposés pour la même raison. Les janissaires avaient beaucoup de privilèges. Ils avaient beaucoup d'intérêt. Et les janissaires, qui étaient une grande puissance armée, avec le temps eux aussi minés par la corruption, les janissaires ne voyaient pas d'un très bon œil les réformes parce que les réformes signifiaient la suppression de leurs privilèges et un contrôle du palais sur leur armée, ce qu'ils ne voulaient pas. Selim III sera assassiné. Il y aura des conflits très graves au sein du palais, il sera assassiné. Mustapha IV, c'est un sultan fantoche, mis en place par les janissaires eux-mêmes et par quelques éléments du palais.
il va régner 1 an. Il ne va pas faire grand-chose. En revanche, un homme qui a une forte personnalité, dommage qu'il n'ait pas pris la bonne voie, que Dieu le couvre de sa clémence. Une forte personnalité, c'est Mahmoud II. Mahmoud II n'est pas prêt de se laisser, il n'est pas prêt de se laisser dominer ni par le palais, ni par les janissaires. Il est bien décidé à marquer de son pouvoir. Et Mahmoud II va mettre en place les réformes à l'occidental, qu'on appelle les tanzimat, donc les nouvelles organisations, et malheureusement ce sera un désastre. Parce que ces réformes ne correspondent pas aux attentes de la société ottomane. Elles ne correspondent pas, elles ne partent pas des références musulmanes de cette nation. Abdul-Majid Ier poursuivra cette œuvre. Vous avez ici Abdul Aziz. Abdul Aziz, lui, connaîtra un sort tragique. Il sera assassiné. Et on va déguiser cet assassinat, on va le déguiser sous l'apparence d'un suicide. Alors de nouveau le palais intervient ainsi que d'autres acteurs, parce qu'en passant, je voudrais préciser que Mahmoud II, que vous avez au début, qui est le 30e sultan, Mahmoud II va se débarrasser des janissaires. Mahmoud II va mettre sur pied une armée ottomane moderne, qui lui est tout à fait dévouée, qui fonctionne à l'européenne. Il y a des choses positives dans la réforme européenne, mais on ne peut pas tout prendre. Le problème de Mahmoud II, c'est qu'il a tout pris. Il a tout importé, toutes les solutions. Et ça ne cadre pas, ça ne colle pas avec les attentes locales. Ce n'est pas possible. Et donc, Abdul Aziz est assassiné. On déguise cela sous la forme d'un suicide. Mourad V, suite aux intrigues du palais, il est mis à la tête de l'État et sur le trône. Mais lui ne régnera pas très longtemps, quelques mois, parce qu'en fait, il est déclaré fou et irresponsable. Et il n'a même pas fait 1 an, à savoir en 1876. Et viendra un autre grand personnage, Abdul Hamid II. Abdul Hamid II, les historiens avaient raison de dire, c'est un grand homme très compétent, mais il est tombé à la mauvaise période. Il est tombé à la mauvaise période. Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup de projets sincères. Il a démarré une réforme islamique partant des références musulmanes propres à la société ottomane et bien sûr à la nation musulmane. L'Empire ottoman, durant son règne, va perdre des provinces, on verra ça plus tard pourquoi, mais en même temps il va réussir à redonner un peu de souffle à cet empire qui est en train de s'essouffler, surtout qui s'apprête à s'effondrer. Mais il est trop tard. Il y a de nombreux mouvements nationalistes, dont la plupart sont inféodés aux puissances européennes, qui travaillent de l'intérieur pour saboter tous ses plans, et il sera déposé, démis de ses fonctions en 1909. Mohamed Rachad lui succédera, il sera plus lié à l'autorité de ses officiers de l'armée qui appartiennent à ce parti nationaliste turc. Wahiduddin Mohamed VI, idem pour lui jusqu'en 1922. Et le dernier sultan, 1924, c'est avec lui que se clôture l'histoire de la dynastie ottomane. Et c'est avec lui que cette nation prendra fin, Inch'Allah ta'ala. Alors ici, l'âge d'or de l'Empire ottoman. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais avant tout rappeler certaines choses. L'âge d'or de l'Empire ottoman a été atteint à l'époque du sultan Sulayman le Magnifique. Lors de son règne, qui est celui du XVIe siècle de l'ère chrétienne, c'est durant son règne que l'Empire ottoman connaîtra son apogée et sa toute-puissance. Et ça sur tous les plans. Ce n'est pas seulement sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan civilisationnel, scientifique, culturel. Les Ottomans vont laisser derrière eux une très grande civilisation, une très grande production littéraire, religieuse, artistique, etc., culturelle.
Istanbul deviendra la capitale du monde. Pas seulement du monde musulman, mais même du monde de l'époque. Pourquoi? Parce que tous les grands de cette époque-là seront tentés de tisser des liens d'amitié, de courtiser la cour ottomane, autrement dit Istanbul, parce qu'ils y ont des intérêts. Parce que c'est la grande puissance de l'époque. C'est celle que tout le monde craint et respecte. Et c'est durant cette période, comme vous l'avez vu là tout à l'heure, que les frontières de l'Empire ont atteint leur paroxysme. Et d'ailleurs, j'ai enregistré ici un calcul qui avait été fait quant à la superficie de l'Empire ottoman donc en 1566, qui est l'année du décès de Sulayman le Magnifique. Écoutez bien. La superficie de l'Empire ottoman au moment du décès de Sulayman le Magnifique avait atteint 14 893 000 km². Vous imaginez ce que c'est? 14 893 000 km², c'est vraiment l'apogée. Et vous avez ici une image, une vue de la mosquée Souleymania à l'époque médiévale, parce que Istanbul était vraiment une capitale mondiale internationale, à l'image de Cordoue dans l'Espagne musulmane et de Bagdad à l'époque des Abbassides. C'était la capitale du monde musulman, mais aussi une capitale du monde, parce que les grands de ce monde étaient tous intéressés de se rapprocher de cet empire, de tisser des liens d'amitié, mais bien sûr, amitié pas toujours très sincère, parce qu'il y a des intérêts toujours derrière, quoi qu'il en soit. Ici, vous avez une vue contemporaine de la mosquée Souleymania, que vous voyez ici. Très belle mosquée d'ailleurs. Elle fut bâtie à l'époque donc, du sultan Sulayman. Décadence, décomposition et chute de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman entre dans sa phase de décadence à partir du XVIIe siècle de l'ère chrétienne. Mais ce qui est surprenant, c'est que la décadence de l'Empire ottoman va prendre du temps. La décadence de l'Empire ottoman s'opérera sur un délai qui dépasse 1 siècle et demi. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les fondateurs de l'Empire ottoman avaient jeté des bases solides, des bases très solides, qui n'étaient pas faciles de déstabiliser ou de détruire. C'est pour cela que la décadence a pris beaucoup de temps. Sans oublier qu'il y a eu plusieurs sultans qui ont tenté de rectifier le tir, qui ont tenté de corriger la trajectoire, mais souvent sans succès. Nous allons, Inch'Allah, découvrir ça maintenant. Et avant de vous montrer les images suivantes, je voudrais vous citer des dates clés. Donc nous allons voir maintenant les dates clés qui sont les dates donc, marquant le début de la décadence. Donc je rappelle, sur une période de 150 ans, cette décadence s'est amorcée. Mais attention, les dates que je vais citer maintenant, ce sont des dates qui font référence à des événements internationaux. L'Empire ottoman avait déjà entamé sa décadence intérieure, parce qu'il y a des facteurs internes qui ont été la cause de cette décadence. On verra ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et donc, je veux que vous retenez bien ce point-ci, donc décadence, décomposition et chute de l'Empire ottoman, car, comme vous le savez, toute chose a une fin, tout début a un point culminant, et c'est le cas aussi pour cette grande nation, ce grand empire qu'est l'Empire donc, ottoman. C'est important de rappeler ici en passant que lorsqu'on parcourt l'histoire de l'Empire ottoman, ce qui frappe, c'est que l'Empire ottoman a fait preuve d'une très grande capacité de résistance. C'est impressionnant ça. Une très grande capacité de résistance. Malgré tous les coups durs que cet empire a subis, il a gardé un minimum de vitalité qui lui a permis de durer jusqu'au début du XXe siècle. C'est impressionnant.
Donc je disais que je vais vous rappeler maintenant quelques dates clés concernant cette décadence. Et je rappelle que ces dates clés touchent l'actualité internationale de l'Empire ottoman. Sinon, il y avait des facteurs internes qui ont déjà amorcé la décadence de cet empire. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans les cours prochains, si Dieu le veut bien. Alors je commencerai par une première date, qui est une date très difficile d'ailleurs, très très difficile. C'est celle du 26 janvier 1699. Le 26 janvier 1699, sous le règne de Mustapha II, qui était le 22e sultan de l'Empire ottoman, un traité est signé entre les puissances européennes réunies sous la Sainte Ligue et l'Empire ottoman lui-même. Très difficile ce traité. Et beaucoup d'historiens voient que ce traité est le début des concessions de l'Empire ottoman. Un empire qui ne reculait devant rien. Un empire qui était craint par tout le monde, qui était respecté, qui pesait de son poids sur l'arène internationale, qui était le porte-étendard du monde musulman. Maintenant, cet accord, le traité de Karlowitz, c'est le nom du traité, et Karlowitz fait référence à une ville qui se trouve en Serbie, parce que c'est là qu'était signé cet accord. Le traité de Karlowitz, je rappelle, signé le 26 janvier 1699 sous le règne de Mustapha II, marque la cessation par l'Empire ottoman d'une série de provinces en Europe de l'Est. L'Empire ottoman va céder la majorité de la Hongrie, la Transylvanie, qui se trouve aujourd'hui en Roumanie, également la Slavonie, qui se trouve en Croatie, et d'autres territoires. Les historiens nous disent que la conséquence directe et ultime de ce traité, c'est le début du déclin de l'Empire ottoman sur le plan international. Je rappelle, il y a d'autres facteurs qui sont venus bien avant, qui ont déjà amorcé, qui sont des facteurs internes, qui ont déjà amorcé la décadence de cet empire, mais sur le plan international, cet accord, le traité de Karlowitz, marque le retrait de l'Empire ottoman sur la scène internationale, et petit à petit, il cède sa place à d'autres grandes puissances, entre autres l'Empire austro-hongrois, pour ne citer que celui-ci. Nous avons aussi le traité de Berlin. Le traité de Berlin qui a été signé en 1878. Les discussions ayant trait à ce traité ont duré un mois, du 13 juin au 13 juillet, et ce fut sous le règne de Abdelhamid II. Et Abdelhamid II est obligé de rapiécer, de corriger les erreurs de ses prédécesseurs, et surtout les erreurs de ceux qui ont beaucoup d'influence au sein de l'État. As-Sadr al-A'zam, le premier ministre de l'Empire ottoman, les grands commandants de l'armée, qui se livrent dans des guerres folles contre la Russie, contre lesquelles était Abdelhamid II, qui lui était plutôt pour une politique de consolidation des territoires appartenant encore à l'Empire. Il dit, il ne faut pas rentrer en conflit avec qui que ce soit, il faut consolider et jouer, c'était sa stratégie, jouer sur les divisions des grandes nations, pour gagner du temps. Telle était sa politique, on y reviendra Inch'Allah quand on parlera de lui, car c'est un personnage clé pour comprendre donc, la fin de l'Empire ottoman. Donc ce traité ici, le traité de Berlin en réalité, c'est une révision d'un autre traité, demandé entre autres par Sultan Abdelhamid, et qui fut contesté lui-même par des grandes puissances comme donc, le Royaume-Uni ainsi que l'Empire austro-hongrois. Alors quel est ce traité qui précède celui de Berlin? Je rappelle, celui de Berlin c'est en 1878. Le traité qui précède celui de Berlin est celui de San Stefano. San Stefano, c'est un quartier huppé d'Istanbul. C'est un quartier bourgeois huppé d'Istanbul. C'est là qu'a été signé donc, ce premier traité qui était un appel à définir les nouvelles frontières de l'Empire ottoman. Autrement dit, une nouvelle cessation de nouvelles provinces cédées aux puissances européennes. L'Empire austro-hongrois, le Royaume-Uni de leur côté, le sultan Abdelhamid II de son côté aussi, vont tous contester ce traité, à savoir le traité de San Stefano. Et c'est là que, quelques mois plus tard, sachant que le traité de San Stefano a été signé le 3 mars, quelques mois plus tard, en juin, un nouvel accord est redéfini, un peu plus avantageux pour les Ottomans,
moins dramatique, on dira. Mais quoi qu'il en soit, il reste tout de même dramatique, parce que l'Empire doit de nouveau céder de nouvelles provinces aux autres nations, européennes surtout, et les frontières des Balkans sont redéfinies, ainsi que celles donc du Caucase, en Asie centrale. Un autre traité aussi, qu'il faudrait citer, qui fait partie aussi des dates clés de la chute et de la précipitation de la chute, c'est le traité de Sèvres. Sèvres, c'est une commune française du département des Hauts-de-Seine, de la région Île-de-France. Ce traité a été signé le 10 août 1920. Le 10 août 1920, sous le règne de Wahiduddin Mohammed VI. Et bien sûr, ce traité, de quoi s'agit-il exactement? En fait, suite à la défaite de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale, il faut savoir que les sultans ottomans ne voulaient pas entrer dans la Première Guerre mondiale. Même le sultan Abdelhamid lui-même, dans ses mémoires, il mettait en garde. C'était un homme visionnaire. Il mettait en garde contre l'entrée de l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale. Pour lui, c'était une grave erreur de faire entrer cette nation, l'Empire ottoman, dans cette guerre, parce que pour lui, sachant que l'Empire ottoman est faible sur le plan militaire, il va perdre. Mais les chefs nationalistes, les chefs qui dirigent le palais, qui contrôlent le sultan, eux, ont traîné l'Empire ottoman dans cette guerre. On verra plus tard pourquoi. Ils l'ont traîné dans cette guerre en mettant en place une alliance avec l'Allemagne. Et on sait très bien que l'Allemagne a perdu lors de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman aussi, et ça a conduit au traité de Sèvres. Et d'ailleurs, le traité de Sèvres, c'était un traité de paix destiné à mettre en application des décisions prises lors de la conférence internationale de San Remo. San Remo, c'est une ville au nord-ouest de l'Italie, lors du 19 au 26 avril 1920. Et il fallait mettre en application tous les accords pris durant ce moment-là. Et c'était un véritable dépeçage de ce qu'il reste de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman est perdant de cette guerre. Et je rappelle que ce traité a été signé, le traité de Sèvres, a été signé par l'un des représentants de l'Empire ottoman qui était présent là-bas en France, le 10 août 1920. Et une dernière date aussi très importante, qui va conduire à l'abolition du califat ottoman, c'est le traité de Lausanne en Suisse. Et celui-ci a été signé le 23 juillet donc 1923. En fait, pour ne pas vous brouiller, rappelez-vous de ce qui suit. Le traité de Sèvres, c'est un traité qui a pour but de mettre en application des décisions qui avaient déjà été prises auparavant, dans une conférence internationale après la guerre. Le traité de Lausanne, le mouvement nationaliste turc va contester le traité de Lausanne parce qu'il le trouve injuste, parce qu'il ampute l'Empire ottoman de la plus grande partie de ses territoires. Il le réduit à rien du tout. Et plus que cela, le traité de Lausanne prévoyait la suppression de l'armée ottomane. Alors le mouvement nationaliste turc, dirigé par Mustafa Kemal, va contester donc ce traité, et ça va conduire à une nouvelle réunion, qui est celle du traité de Lausanne, donc en Suisse, afin de redéfinir de nouvelles conditions. Mais bien sûr, ces nouvelles conditions, on sait ce que c'est que les puissances européennes demandent à ce que le califat soit définitivement aboli. Et c'est suite à cet accord-là que la Turquie redéfinira ses frontières, qu'elle sera reconnue comme république et non plus comme empire. Et bien sûr, en filigrane de tout ça, la prévision faite par le mouvement nationaliste turc, sur demande des puissances européennes, de supprimer le califat ottoman et de se débarrasser de ce qui reste de la charia, parce qu'il n'en restait pas grand-chose en réalité, de se débarrasser de ce qui reste de la loi islamique, des lois de l'État. Comme ça, vous comprenez ces grandes dates qui sont très importantes pour comprendre à quelle cadence la chute de l'Empire ottoman a été prévue. Ici, vous avez quelques images ici intéressantes. La délégation venue signifiait au sultan Abdelhamid II sa déposition le 27 avril 1909. Abdelhamid II, c'était une épine dans les pieds des nationalistes turcs, qui, on le verra plus tard, étaient tous liés à la franc-maçonnerie, aux loges franc-maçonnes qui étaient présentes à Istanbul. Ils étaient tous liés à ces loges franc-maçonnes.
Et surtout que Abdul Hamid II, que Dieu le couvre de sa clémence, rahimahullah, a refusé d'accorder au mouvement sioniste international, de leur accorder la Palestine comme patrie, il y a une raison de plus pour tout faire pour le destituer de son pouvoir. Et on sait très bien qu'il y a un lien étroit qui liait le mouvement sioniste à ces loges francs-maçonnes présentes donc en Turquie, au mouvement nationaliste également, qui était un relais de ces loges francs-maçonnes. Et c'est ainsi que le 27 avril 1909, une délégation malheureusement aussi composée par un moufti, malheureusement, de l'Empire ottoman, viendront indiquer au sultan que désormais il ne peut plus régner, qu'il est déposé de son pouvoir, qu'il doit quitter le pouvoir. Traité de Sèvres, le 10 août 1920, et le dépaissage de l'Empire ottoman. Vous voyez d'ailleurs ici l'homme qui est penché, c'est un représentant avec son fez, son chapeau sur la tête, chapeau rouge. C'est un représentant de l'Empire ottoman et qui signe donc ces cessations et bien sûr le dépaissage de ce qui reste de l'Empire ottoman. Signature du traité de Lausanne le 24 juillet 1923, prélude à l'abolition du califat ottoman. Vous en avez ici des images. Alors, quelle est l'origine de la dynastie ottomane? Vous avez ici plusieurs titres. Les Turkmènes à l'origine des Ottomans, premier contact des Turcs avec l'islam, les Turcs à la cour des califes abbassides, naissance des Seljoukides sur les ruines de l'Empire abbasside, émergence d'émirats turcs dans celui des Ottomans. Les Turcs à l'origine des Ottomans. En fait, les Ottomans appartiennent à une très grande famille turkmène et plus particulièrement à une confédération tribale qui s'appelle les Oghuz, donc O-G-H-U-Z. C'est une confédération composée de plusieurs tribus et dont les Ottomans donc, en faisaient partie. Quel était leur territoire ou comment les localiser donc, géographiquement parlant? Ils se situaient dans ce qu'on appelait dans le vocabulaire des juristes musulmans ou des historiens musulmans premiers, Bilad Mawara al-Nahr, donc le pays au-delà donc du fleuve, dans une région qui s'appelle la Transoxiane. Région transoxiane. Quelques explications. En fait, ces tribus turques vont se répandre sur toute cette zone que vous voyez là devant vous. Sur toute cette zone. Ils sont entre l'Amou Daria et le Sir Daria, qui sont deux fleuves. Et ce sont ceux-là auxquels on fait allusion lorsqu'on dit Bilad Mawar al-Nahr, la contrée qui est derrière le fleuve. C'est dans cette zone-ci que les tribus turques vont se répandre. Et elles vont encore se répandre beaucoup plus ailleurs, comme on le verra, Inch'Allah, très bientôt. Pourquoi? Parce que, suite aux invasions mongoles et à la puissance de ceux-ci, les tribus turques sont obligées de se rabattre sur d'autres territoires et de s'y implanter. On verra ça dans quelques instants, Inch'Allah. Cette région ou cette zone dans laquelle vivaient ces peuples turcs, on appelle le Turkestan. Le Turkestan qui signifie le pays des Turcs. Vous voyez, ça représente plus ou moins tout ce territoire-là, où il se trouvait. Je vous montre une autre carte. La frontière du Turkestan est la suivante. Elle part du nord des plaines sibériennes. Au sud, elle arrive jusqu'à l'Inde avec une partie de l'Iran. À l'est, ce sont les plateaux de Mongolie. La Mongolie que vous la voyez ici sur la carte. Et à l'ouest, la mer Caspienne qui se trouve juste au sud de l'Iran. Tout ce territoire-là, c'est ce qu'on appelle le Turkestan. C'était là que se trouvaient ces tribus turques et turkmènes. Et bien sûr, entre autres, donc, les Ottomans. Ces tribus turques étaient des tribus qui s'adonnaient à l'agriculture, à l'élevage, et cherchaient bien sûr des terres fertiles. Il n'y avait pas que les invasions mongoles qui étaient la cause de leur émigration. La recherche de terres fertiles était aussi un facteur important dans leur déplacement. Ces tribus turques, entre autres celles de la confédération des Oghuz, dont faisaient partie les Ottomans, vont connaître plusieurs flux migratoires en direction de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est où ça exactement? En fait, l'Asie mineure, c'est ici, c'est l'Anatolie. Et bien sûr, l'Anatolie
est divisée en plusieurs parties. Vous avez l'Anatolie centrale, c'est là qu'ils vont se retrouver. Vous avez l'Anatolie orientale et vous avez l'Anatolie du sud-est. Les tribus turques vont surtout se déplacer non loin des frontières de l'Empire byzantin, autrement dit non loin de Constantinople, Istanbul aujourd'hui. C'est là qu'elles vont peupler tout un territoire, elles vont se déplacer là-bas, et plus tard elles donneront naissance à des émirats, des principautés, donc ottomanes, plutôt turques. Et cette émigration se fera lors du 6e siècle, donc de l'ère chrétienne, et comme je l'ai dit, les historiens se sont quelque peu controversés quant aux raisons pour lesquelles ces tribus se sont déplacées, entre ceux qui disent que c'est dû à la sécheresse et donc à la recherche absolue de terres beaucoup plus fertiles, et d'autres disent que c'est dû aux invasions mongoles. En réalité, les deux raisons peuvent très bien se concilier sans aucun problème, la recherche de terres fertiles et l'invasion des Mongols. Ces tribus turques qui vont se déplacer vont se rapprocher de territoires appartenant à l'islam, et c'est là que va se produire leur premier contact avec le monde musulman, et ça se passera donc en 642. Pourquoi en 642 ? Parce qu'il faut savoir que en 641, il y a eu une grande bataille, qui est celle de la bataille de Nahawand. Nahawand, c'est une ville perse. Cette bataille qui s'est produite lors du califat de Omar ibn al-Khattab sera une bataille décisive qui va sceller à tout jamais l'avenir de l'Empire perse. Le devenir de l'Empire perse a été scellé lors de cette bataille qui, elle, s'est produite en l'an 641. Et d'ailleurs, le commandant de cette bataille était Nu'man ibn Muqarrin. C'est lui qui a dirigé donc l'expédition. Et d'ailleurs, il est même tombé en martyr durant cette bataille qui s'est terminée par une très grande victoire contre les Perses. Et ainsi, les musulmans mettent fin à l'existence de l'Empire perse qui aura duré 416 ans. L'Empire perse aura duré 416 ans. Pourquoi je parle de cette bataille Nahawand ? Parce que ce sera la nouvelle frontière, c'est le nouveau territoire de l'islam. Et les tribus turques vont se rapprocher de ce territoire-là. En 642, qui est la 22e année de l'Hégire, un commandant du nom de Abdurrahman ibn Rabi'a va se confronter à un roi turc. Ce roi turc s'appelle Shahrabaz, ou Shahrabraz. Shahrabraz, c'est le roi turc qui n'était pas musulman d'ailleurs, qui était païen. Et en se frottant à lui, ou en étant confronté à lui, ce roi turc, voyant la puissance de l'armée musulmane, va demander au commandant Abdurrahman ibn Rabi'a, va lui demander donc la permission de déposer les armes et de conclure un accord d'armistice. Ce que Abdurrahman ibn Rabi'a va accepter sans aucun problème. Mais le plus intéressant, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement ce pacte, ce n'est pas seulement cet armistice, sulh, il y a plus que cela. Ce roi, donc turc, et beaucoup de ses fidèles autour de lui, de ses sujets, vont adhérer à l'islam. Et en adhérant à l'islam, ils vont intégrer l'armée musulmane qui continue dans ses expéditions et qui continue à avancer sur sa trajectoire. Et ça, c'est très important à souligner ça. Un très grand nombre de Turcs vont se convertir à l'islam, et c'est comme ça que les Turcs feront leur premier contact avec l'islam et avec le monde musulman, date clé en 642, donc de l'ère chrétienne. Lors du califat de Uthman ibn Affan, les troupes musulmanes vont arriver jusqu'en Transoxiane, auquel on a fait allusion là tout à l'heure, qui est le territoire d'origine donc des tribus turkmènes. Et là aussi, de nombreux Turcs vont se convertir à l'islam, et à leur tour, ils vont jouer un très grand rôle dans les conquêtes musulmanes et dans la propagation de l'islam aussi. À l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui est le premier calife omeyyade de la dynastie, donc de cette dynastie, la dynastie omeyyade, les Turcs vont de nouveau jouer un très grand rôle en s'enrôlant dans les armées royales donc de la dynastie omeyyade et en participant aux grandes conquêtes musulmanes qui vont agrandir le territoire donc de l'islam. Très important ça. Les Turcs à la cour des califes abbassides, 833 à 1055. Ce sont deux dates importantes. Pourquoi ? Parce qu'en 833, sous l'égide du calife Al-Mu'tasim, celui-ci décide de confier aux Turcs
de nombreux postes de responsabilité. Les Turcs avaient déjà pénétré la cour royale abbasside avant Al-Mu'tasim, lors du règne de son prédécesseur qui est Al-Ma'moun. Al-Ma'moun les intérêts comme étant des eunuques ou des gardes du corps ou encore une garde rapprochée des sultans. Al-Mu'tasim lui change de politique. Voyant cette élite turque fidèle au calife, il va leur donner de nombreux postes de commandement, des postes militaires et même des postes politiques de gouverneurs de certaines régions. C'est un grand changement dans l'histoire donc de la dynastie abbasside. Et ainsi, ils auront beaucoup d'influence au sein de la cour abbasside. Ils auront même le pouvoir d'installer et de démettre certains califes abbassides. C'est incroyable. Ils auront le pouvoir d'installer, de démettre et de destituer certains califes abbassides. Alors certains d'entre eux de se poser la question, mais pourquoi la date de 1055 ? Ça correspond à quoi ? Est-ce la fin de l'influence des Turcs au sein de la cour abbasside ? En fait, non. La date de 1055 est une date très importante. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les Turcs musulmans vont connaître, en termes d'influence, ils vont connaître leur apogée. En termes d'influence sur la dynastie abbasside, et ils auront une mainmise totale sur la dynastie abbasside, sur le calife abbasside. Pourquoi ? Parce qu'en 1055, le calife abbasside, Al-Qa'im bi Amrillah, tel est son nom, il va faire appel aux Turcs. Il va faire appel surtout aux Seldjoukides, dont on va parler dans quelques instants. Il va faire appel à eux pour se débarrasser d'une dynastie chiite qui s'appelle les Bouides, en français les Bouides, en arabe El Bouihiyun. Qui est cette dynastie ? C'est une dynastie qui est née en Perse, en Iran, à l'ouest de l'Iran. Le fondateur s'appelle Abu Shuja', donc Bouid en français. Il a 3 fils, Ali, Hassan et Ahmed. Et ces 3 fils vont imposer leur pouvoir et leur autorité sur le califat abbasside qui est complètement en pleine décomposition, en pleine décadence. Et ils auront une autorité complète sur la cour abbasside, mais sans prendre le titre de calife. C'est important de le souligner. Ils n'oseront jamais prendre le titre de calife. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un, c'est le calife abbasside. Mais ils gouverneront donc en son nom. Et en 1055, c'est là que les Seldjoukides débarrassent Bagdad de cette dynastie chiite, imposent leur autorité, et bien sûr une autorité accompagnée d'une certaine bienveillance à l'égard de ce calife abbasside qui est sunnite comme eux. Donc il est sunnite comme eux, il y a une convergence d'intérêts, et c'est comme ça que cette dynastie va faire parler d'elle. Naissance des Seldjoukides sur les ruines de l'Empire abbasside. L'Empire abbasside est en pleine décomposition. La preuve, ce sont des éléments turcs qui contrôlent le pouvoir, la dynastie chiite des Bouides également qui contrôle le pouvoir, les Seldjoukides qui viennent à leur tour jouer leur rôle. Vous avez de nouveau 2 dates clés ici, 990 et 1038. Pourquoi 990 et 1038 ? 990 parce qu'elle renvoie à celui que l'on peut considérer comme le père de la dynastie et pas le fondateur. C'est Seldjouk. C'est de lui que vient le nom de la dynastie, Seldjoukide. Seldjouk, lui, il a un petit territoire. C'est une petite principauté, un petit émirat. Parce que l'Empire abbasside, en se décomposant, a créé un autre problème. C'est qu'il y a beaucoup de principautés qui sont nées, de part et d'autre. Et donc ici, en 990, ce personnage, donc Seljouk, aura une principauté turque et il va rentrer en conflit avec d'autres émirats turcs sur le côté. Il y aura des guerres entre eux pour voir qui prendra le plus de territoire par rapport à l'autre. Mais ce n'est qu'en 1038 que verra la vraie naissance de la dynastie Seldjoukide, qui va jouer un grand rôle parce qu'elle va protéger le califat abbasside, elle sera bienveillante à son égard, qui est en pleine décomposition. Et ça, c'est sous le règne d'un homme qui s'appelle Tughrul Bek, qui sera le vrai fondateur de la dynastie, donc Seldjoukide. Comme je vous le disais, il y a des émirats qui sont nés, des provinces qui font sécession parce que l'autorité abbasside n'arrive plus à contrôler donc tout ça. Mais en fait, il y a 2 grands facteurs qui ont conduit à la naissance de tous ces émirats, de toutes ces principautés. Et on situe cela aux environs de l'an 800 après Jésus-Christ. Il y a 2 facteurs clés. Le premier, on vient de le citer, c'est la décomposition de l'Empire abbasside, qui perd son contrôle sur les provinces, des provinces dirigées généralement par des chefs militaires turcs.
qui en ont fait des fiefs et vont en faire des principautés sur lesquelles ils vont exercer leur pouvoir, mais il y a autre chose à côté. Il y a l'Empire byzantin. L'Empire byzantin qui est lui aussi très affaibli par des conflits internes, par ses luttes avec d'autres puissances européennes, et l'Empire byzantin n'arrive plus lui aussi à contrôler son territoire. Et c'est sur le pourtour de l'Empire abbasside et sur le pourtour de l'Empire byzantin que vont naître tous ces émirats, entre autres donc l'émirat ottoman qui va faire parler de lui, qui sera d'ailleurs le plus fort de tous, parce que ce qui est assez amusant, c'est que tous ces émirats turcs, aucun ne résistera à l'épreuve du temps, si ce n'est l'émirat ottoman, c'est le seul. C'est le seul qui gardera le cap, c'est le seul qui va absorber tous les autres émirats, qui va les intégrer en son sein et qui va s'imposer comme l'interlocuteur officiel, non seulement des Seldjoukides, mais aussi des autres puissances locales. Alors ici, comment naquit la dynastie ottomane? Nous avons Ertuğrul qui est, comme je disais, le chef de tribu et précurseur de la dynastie. Et donc il faut rappeler que cet homme-là régnait donc, sur un petit territoire du côté de l'Anatolie en Asie mineure, non loin des frontières de l'Empire byzantin. Je rappelle que la capitale de l'Empire byzantin, c'est Constantinople. On l'a vu sur la carte. Et d'ailleurs, les Seldjoukides, qui contrôlent une partie du territoire, qui à leur tour aussi connaîtront une décomposition, les Seldjoukides ne veulent pas que les Turcs arrivent, alors eux-mêmes sont Turcs, ils ne veulent pas que les Turcs arrivent en trop grand nombre dans leur territoire à eux, parce qu'ils ont peur que ça perturbe leur autorité. Alors ils leur permettent de se retrouver sur les pourtours, si vous voulez, sur les bords de l'Empire byzantin, donc du côté nord-ouest de l'Anatolie, de l'actuelle Turquie. Et ça, faire attention parce que c'est très important, vous allez comprendre comment ça se fait que la dynastie ottomane va très vite s'imposer, ou la principauté ottomane va très vite s'imposer et quelque part liquider toutes les principautés voisines qui ne peuvent pas résister à sa montée grandissante. Donc, comme je disais, Ertuğrul, c'est le précurseur de la dynastie, ce n'est pas le fondateur. Et donc, il dirige une petite principauté. Et ce qui est intéressant à souligner, Ertuğrul est mort en 1290. Mais en 1281, il cède l'autorité donc, de son territoire, avec la bénédiction des Seldjoukides, je le rappelle. Il cède l'autorité de son territoire à son fils, Uthman. Et son fils, Uthman, c'est lui le fondateur de la dynastie. Mais comment s'est faite la rencontre entre Ertuğrul et les Seldjoukides? Comment s'est fait la rencontre? En fait, pendant que Ertuğrul, avec son clan familial, pendant qu'il émigrait pour fuir les invasions mongoles qui devenaient de plus en plus nombreuses et de plus en plus fréquentes, pendant qu'il fouillait ces invasions et se rapprochait de plus en plus des Seldjoukides, selon certains faits historiques non attestés, parce qu'il y a beaucoup de légendes autour de ça, on dit qu'il y avait une bataille qui opposait les Seldjoukides aux Byzantins. Et cette bataille était dirigée du côté Seldjoukide par un sultan qui s'appelle Alauddin. Et le sultan Alauddin, que va-t-il faire? Voyant cette force musulmane arriver, donc toute nouvelle, toute jeune, qui est celle de Ertuğrul, bien sûr, elle est très contente, la force musulmane seldjoukide est très contente de voir Ertuğrul avec son groupe intégrer son armée et se battre à ses côtés contre les Byzantins. Et c'est ce que va faire Ertuğrul. C'est un fin stratège. Il va aider les Seldjoukides, mais c'est pas gratuit. L'aide n'est pas gratuite. Il aide les Seldjoukides, bien sûr. Quelque part, c'était une manière aussi d'aider son frère contre un ennemi commun. Mais grâce à ça, Alauddin, qui est le sultan seldjoukide, de ce qui reste de l'empire seldjoukide, parce que lui aussi va connaître une décomposition, Alauddin va concéder une partie du territoire à lui qui lui appartient. Il va la concéder à cette famille ottomane, dirigée par Ertuğrul, au nord-ouest, pas loin des frontières de l'Empire byzantin. C'est pour vous. Et vous avez même mon autorisation d'agrandir vos frontières. Pas sur moi, mais sur les Byzantins.
agrandissez vos frontières sur les Byzantins, agrandissez vos frontières sur les autres émirats turcs, il n'y a pas de problème. Mais pas moi. Moi, je suis l'autorité centrale, les Seljoukides, on les appelait les Seljoukides de Rome. Pourquoi Rome? Parce que la dynastie Seljoukide s'est décomposée, il ne restait qu'une partie qui était proche de l'Empire byzantin. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ertuğrul a bien compris la leçon et c'est à ça qu'il va travailler. Il va agrandir un peu son territoire, il va imposer son autorité auprès des autres principautés turques et la principauté ottomane, elle a un avantage, un très grand avantage. Elle a un double avantage. C'est que l'islam, c'est la base de la philosophie de l'action d'Ertuğrul et de ses successeurs. Ce qui n'est pas le cas pour les autres émirats, qui sont musulmans aussi. Mais ils ne se battent pas pour l'islam. Première chose. Deuxièmement, Ertuğrul et son successeur Othman vont lever l'étendard du djihad, qui ne se traduit pas par guerre sainte comme le traduisent les Européens, qui est un terme chrétien, parce qu'il renvoie aux guerres de croisade menées par les chrétiens, par le Vatican, et ils qualifient leur guerre de guerre sainte. Pour nous, ce n'est pas une guerre sainte, il n'y a pas de guerre sainte en tant que telle, il y a des guerres justes et nobles. Ce n'est pas la même chose. Donc Ertuğrul va lever ce drapeau afin de défendre les acquis de l'islam et surtout de faire face à l'Empire byzantin auquel il va arracher de nombreuses forteresses. Et c'est comme ça que grandit donc cette principauté. Ce qui est intéressant, c'est que, regardez, on a parlé d'Ertuğrul, ça c'est clair. Maintenant, on va parler de son fils. Son fils prend la succession en 1281. En 1281, il est le successeur. Bien sûr, il s'agit d'une principauté qui est encore liée, qui est autonome, qui est liée aux Seljoukides. Donc il ne peut pas être indépendant. Mais un événement dramatique va jouer en sa faveur. C'est la mort tragique de Alauddin et de son fils Ghiyath-ud-Din qui devait lui succéder. La mort de ces deux hommes, l'un est sultan, l'autre est prince héritier, tués par les Mongols. Et c'est là qu'en 1299, de l'ère chrétienne, Othman qui a succédé, Othman proclame l'indépendance de la principauté ottomane. Donc, la principauté ottomane n'est plus liée, elle n'est plus une principauté vassale des Seljoukides, elle est maintenant indépendante. C'est important, regardez comment les choses évoluent. Mais qui est Othman? Arrêtons-nous un petit instant très rapidement sur la biographie de cet homme. Qui est Othman? Othman, c'est le fils de Ertuğrul, on l'a compris. Othman est né en 1200, pas que je me trompe de date, oui, en 1256 de l'ère chrétienne. Regardez, subhanallah, les signes divins. Il est né la même année durant laquelle les Mongols se sont emparés de Bagdad et l'ont mis à sac et l'ont mis à feu et à sang. Lorsque Hulaku a pris Bagdad, il a fait exécuter le dernier calife abbasside d'Irak, qui est Al-Musta'sim. Il l'a fait exécuter ainsi que sa famille. C'est durant cette année-là qu'est né Othman. Comme si Dieu nous donnait un signe pour nous dire autant nous avons affaire à une page sombre de l'histoire de l'islam, parce que le califat abbasside s'effondre sous les coups de l'invasion mongole qui a transformé la ville en un véritable forêt, forêt ou brasier, dirais-je même. Alors ici, beaucoup d'historiens y voient un signe divin, un signe annonciateur qu'un homme va venir sauver ces territoires musulmans, redonner vie à la nation musulmane, et ce sera le cas d'ailleurs avec Othman. Regardez, il naît cette année-là et c'est lui le fondateur donc, de la dynastie ottomane. C'est là qu'on voit que Allah Azza wa Jalla est clément, Dieu est clément envers cette communauté. Elle perd des fois, mais elle gagne après automatiquement. Donc, comme je disais, il naît durant cette période, donc en 1256, et comme je l'ai indiqué, en 1281, il succède à son père, et il dirige cette principauté, et il mourra en 1326, et en passant en 1299, c'est là qu'il déclare la naissance donc, de la principauté ottomane, autrement dit l'indépendance plutôt de la principauté ottomane. Ici, une image qui le représente, bon, je ne sais pas s'il ressemblait vraiment à ça. D'ailleurs, ici sur le côté, il est marqué chef de la maison ottomane, donc c'est une photo française.
Al-Ghazi. Et le titre Al-Ghazi lui a été donné par le sultan Seldjoukide. Parce que c'était un grand guerrier. C'était un très grand guerrier. Et il va lui éliminer tous les émirats turcs qui sont présents en Anatolie. Il va tous les intégrer, en plus des forteresses byzantines qui sont sur les frontières. Il va les intégrer dans son territoire. Alors ici, les trois phases de la dynastie ou de la principauté ottomane, on a dit la première phase c'était celle de puissance vassale des Seldjoukides, puissance régionale qui va prendre de l'ampleur avec la prise de Constantinople en 1453, mais c'est toujours une puissance régionale. Ce n'est pas encore une puissance internationale, islamique surtout. Mais ce sera en 1516. En 1516, Salim Ier prend le Caire, il prend l'Égypte, et le calife, le dernier calife abbasside d'Égypte, parce qu'il faut savoir que le califat abbasside a connu deux périodes, celle de l'Irak et celle de l'Égypte. Celle de l'Irak se termine en 1256 avec l'assassinat et la mort donc de Al-Musta'sim, et vous avez une dynastie de militaires qui s'appelle les Mamelouks. Et les Mamelouks, qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent le restant des enfants de la famille, enfin des membres de la famille royale abbasside, ils les déplacent en Égypte, c'est beaucoup plus sûr. Et c'est là que va renaître le califat abbasside, mais qui n'a pas vraiment de pouvoir. Ce sont les Mamelouks qui dirigent le pays. La dynastie Mamelouk est une dynastie, je le rappelle, une dynastie militaire. Et donc, Salim Ier, qui prend possession donc, de l'Égypte en 1516, qui franchit la porte du Caire en 1516, le souverain ou le calife abbasside, qui est le 20e de sa dynastie là-bas locale en Égypte, il s'appelle Mohammed Moutawakkil, il lui transmet, il lui cède plutôt le titre de calife. Parce que les Ottomans, jusqu'à Salim Ier, ils ne se sont jamais donné le titre de calife, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, c'est le calife abbasside, même s'il n'a pas de pouvoir. C'est le calife abbasside. Mais à partir du moment où ce calife abbasside lui a cédé le pouvoir, il lui a dit voilà, maintenant je te donne le titre de calife, tu es le chef des musulmans, de tous les musulmans du monde. C'est toi le chef. Tu es le commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, tu es Khalifatul Muslimin, tu es le calife des musulmans, je te désigne comme tel. C'est terminé. Et il va recevoir une autre surprise, Salim Ier, ce grand homme, qui est le père de Suleiman, le magnifique, je le rappelle. Il reçoit la visite du shérif de la Mecque, pas le shérif à l'américaine des cow-boys, ou des chefs des comtés aux États-Unis. Le shérif, c'est l'Ashraf, c'est une famille de nobles descendants du prophète sallam et qui dirige la Mecque et Médine. Ils vont venir donner les clés de la Mecque et de Médine à Salim Ier. Nous acceptons à partir de maintenant ton autorité. Le sermon à la Mecque et à Médine, dans la mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine, le sermon se donnera en ton nom. Tu es le calife des musulmans. Et ce n'est pas tout. Le shérif de la Mecque a apporté un cadeau. Tous les objets que l'on prétend appartenant au prophète ou à ses califes, qui étaient gardés à Médine, sont tous ramenés et rapportés à Istanbul. Tous. Donc ce qu'on voit à Topkapi, ce qu'on voit dans le musée de Topkapi comme objet dont on dit appartenir au prophète ou à Abu Bakr ou à Omar ou à Uthman, etc., eh bien ça a été transmis à partir de 1516, ça a été transmis à Salim Ier. Tout un convoi est parti jusqu'à Istanbul et a été mis donc a été placé dans ce palais qui deviendra plus tard donc un musée. Très important ça. Donc à partir de 1516, l'Empire ottoman l'Empire ottoman tout à fait, où la principauté ottomane devient une puissance islamique mondiale qui peut parler au nom de tous les musulmans. Maintenant, un mot au sujet de la dynastie, on arrive à la fin, Inch'Allah. Un mot au sujet de la dynastie ottomane, la maison de Uthman. 37 califes, adoption du titre de calife à partir du XVIe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est bien sûr le sommaire de ce 5e chapitre qui se dénomme un mot au sujet de la dynastie ottomane. 10 puissants sultans, les sultans fainéants. Comment se déroulait l'intronisation des sultans? Quelques signatures impériales. Commençons par le premier point, 37 sultans et califes. Je l'ai dit là tout à l'heure, il y a eu 37 sultans. Le premier était Uthman Bek,
Uthman al-Ghazi, le guerrier, le combattant. Et le dernier était qui? Qui se rappelle du nom du dernier? Abdul Majid II. Mashallah, c'est très bien, vous avez bien retenu. Abdul Majid II, c'est le dernier. Sultan et calife. Ça, je pensais on l'a dit là tout à l'heure. Adoption du titre de calife à partir du XVIe siècle, donc en 1516. Donc on l'a dit là, il y a quelques instants avec Selim Ier. Et bien sûr, Selim Ier a eu droit à un autre titre, que certains pensent être contemporain. Le titre de serviteur des deux lieux saints, Khadim al-Haramayn. Certains pensent que ce titre est propre au souverain saoudien, monarque saoudien contemporain. Non. Selim Ier a reçu ce titre comme étant le gardien des lieux saints de l'islam, à savoir, bien sûr, Médine donc, et la Mecque. Et plus tard, la Palestine sera intégrée à ce territoire. 10 puissants sultans. Alors, qui sont ces puissants sultans? Vous avez Uthman, vous avez Orkhan, Mourad Ier, vous avez Bayazid Ier, Mohammed Ier, Mourad II, Mohammed Fatih, Bayazid II, Selim Ier et Suleiman le Magnifique. Ce sont les 10 puissants sultans. Et le règne de ces 10 sultans durera environ donc 2 siècles et demi. 2 siècles et demi durant lesquels l'Empire ottoman sera au fait de sa puissance, à sa gloire, au sommet de sa gloire, connaîtra le point culminant de celle-ci. Les sultans fainéants. Les sultans fainéants, ce sont ceux qui viendront après Suleiman le Magnifique. Ce sont des sultans, en fait, leur problème c'est quoi? C'est que l'Empire est très grand et tout puissant. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont trop sûrs d'eux. Ils pensent qu'ils sont invincibles. Et ils vont s'adonner au plaisir que leur offre le palais. Les femmes. Pour quelques-uns, l'alcool, pas tous. Pour quelques-uns, l'alcool. Et d'autres plaisirs mondains. Et plus que cela, la corruption s'installe au sein de l'armée, au sein des janissaires, au sein du pouvoir. Les sultans, certains, pas tous, certains sultans n'ont plus beaucoup d'autorité, ce sont leurs femmes qui commandent. Il y a des intrigues de palais, entre épouses, chacune veut mettre son fils en avant, des assassinats, etc., etc. On les appelle les sultans fainéants parce que ils se reposent sur leur laurier, ils ne se prennent plus la tête et ils vont précipiter, donc ils vont être plutôt les auteurs de la décadence de cet empire. Comment se déroulait l'intronisation des sultans? C'est intéressant ça. Normalement, la transmission du pouvoir, c'est du père en fils, normalement. Mais quelquefois, ça passait aux frères. Et quelquefois, il y avait des intrigues de palais, des assassinats de princes, quelquefois, qui conduisaient au fait que la haute cour tranchait pour l'un ou pour l'autre. On y reviendra, Inch'Allah. Mais ne vous imaginez pas que ça, c'est le cours constant de l'histoire ottomane. Il y a eu des moments de grande justice, mais bien sûr, les sultans ottomans ne sont pas des anges. Ce sont des êtres humains. Ils ont de grandes qualités, mais il y a des fois des événements un peu délicats qui se sont passés. Certains sont explicables, d'autres ne le sont pas. Alors, comment se déroulait l'intronisation des sultans ottomans? La mosquée d'Abu Ayyub al-Ansari. Intéressant ça. Un petit mot sur la mosquée. Abu Ayyub al-Ansari, Khalid ibn Zayd, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a participé en l'an 52, donc de l'Hégire. Il a participé à une expédition sous le règne de Muawiyah, du compagnon Muawiyah. Une expédition visant le Constantinople. Il sera blessé lors de cette expédition et il demandera, parce qu'il ne peut pas continuer, il avait plus de 80 ans, il ne peut pas continuer la bataille, il demandera au fils de Muawiyah qui dirigeait les troupes, Yazid, il lui dira, donc Yazid lui dira, quel est ton souhait? Il dit, je n'ai qu'un seul souhait, c'est que vous me transportiez et que vous m'enterriez devant le mur de Constantinople. Au moins, je serai arrivé jusque-là. Au moins, je donnerai du courage et de la bravoure à tes soldats pour qu'ils puissent continuer. Et il sera enterré là. Après la prise de Constantinople, Mohammed Fatih, qui va repérer, on dit par accident, il repère la tombe, il va ordonner la construction d'une mosquée pour honorer ce compagnon, et c'est pour ça que cette mosquée s'appelle mosquée Ayyub Ansari, Ayyub Sultan Jamia. Vous voyez l'image de la mosquée ici.
En fait, tous les nouveaux sultans ottomans, depuis Mohammed al-Fatih, Mehmed II, allaient tous être intronisés dans cette mosquée. Tous. Il y avait une symbolique derrière ça, vous allez la comprendre. Avant de passer à la suite. Pourquoi ils choisissent la mosquée? Parce que d'abord, c'est un compagnon qui est enterré là. C'est un compagnon qui était enterré près du mur de Constantinople, ce même mur qui était détruit par Mohammed al-Fatih et suite auquel il a pris la ville. Donc pour eux, c'est une manière de s'affilier à la lignée de ce compagnon sur un plan symbolique, parce que Mohammed II, c'est lui qui a pris donc, Constantinople, c'est une manière de s'aligner, donc de s'affilier à lui en termes d'héroïsme, de grandeur et de bravoure. Et donc la cérémonie d'allégeance se passait au sein de la mosquée Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari, et le nouveau sultan ottoman se faisait ceindre le sabre de Othman Ier. Que veut dire se faire ceindre? En fait, on lui entoure son corps du sabre de Othman Ier. Voilà le sabre de Othman Ier. Le sabre et son fourreau. Pourquoi? Parce que Othman, c'est le fondateur de la dynastie. C'est une confirmation pour le nouveau sultan de continuer à être fidèle à la voie tracée par Othman Ier. Et aussi, ça renvoie à la grandeur du fondateur et aussi à la mosquée qui abrite la tombe d'un moujahid, d'un combattant qui était un compagnon. Donc vous comprenez toute la symbolique qu'il y avait derrière ça. Après ça, il était demandé au sultan de se rendre à la mosquée Hagia Sophia, Sainte-Sophie, pour accomplir sa première prière du vendredi. Deux symboles là-dedans. Premièrement, une mosquée qui était une cathédrale transformée en mosquée par Mohammed Fatih. Et deuxièmement, deuxième symbolique, il va rencontrer les gens, le peuple. Parce que dans la mosquée Abu Ayyub al-Ansari, il ne rencontre que les officiels, les savants, les ulama, et les officiers de l'État, les chefs de l'armée, des janissaires qui viennent tous prêter serment. Et une fois que ceci est fait, vous avez ici d'ailleurs une vue d'une assemblée impériale. Une fois que ça est fait, le sultan ottoman ordonne à son diwan c'est un bureau, on va dire une sorte de bureau, il ordonne d'envoyer un message à toutes les provinces, à toutes les mosquées de l'Empire, qu'à partir du vendredi prochain, dans toutes les mosquées, les prières soient faites au nom du nouveau sultan. Il change aussi le gouvernement s'il faut le changer, ou alors il le reconduit. On imprime la monnaie avec son effigie, et il y a d'autres choses aussi. Donc, ok, les procède. Quelques signatures impériales. Les Ottomans avaient des signatures qui leur étaient bien propres. On appelle ça les toghras. C'est T-U-G-H-R-A. Ça veut dire signature. Les Ottomans l'ont utilisé, chacun à sa manière. Les Mamelouks, ainsi que les Persans et les Mongols. Ils avaient tous des symboles différents. On va découvrir ensemble, Inch'Allah, quelques signatures impériales. C'est les signatures qu'ils posaient sur les firmans. Les firmans, ce sont les arrêtés royaux. Pas virement, hein. Firman. Le firman, c'est l'arrêté royal. En arabe, c'est el-firman. C'est l'arrêté royal que publie le sultan. Et cet arrêté royal portait un sceau, un cachet. Et ce cachet, c'était sa signature, le fameux toghra. Avant de le découvrir, de quoi est composé un toghra, une signature ottomane ou une signature impériale? Elle est composée du nom, enfin du prénom du sultan, quelquefois de son patronyme, donc fils d'un tel, avec une brève formule, donc louant son règne. Souvent c'était celle de toujours victorieux, et donc quelques dessins donc, qui l'accompagnent. On va voir le toghra de Orkhan, le deuxième sultan. Voilà. Ça, c'est le sien. Vous voyez, deuxième sultan, ça. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, ces signatures vont s'améliorer. Sur le style calligraphique, ça va s'améliorer. On va voir celui de Mourad Ier, troisième sultan. Et c'est un style koufi, c'est le caractère koufi qui est utilisé pour ça. Et c'est toujours le même style. De Mohammed Ier, qui n'est pas Mohammed Fatih, attention.
Mohammed Fatih, voilà le sien. Vous voyez, au fur et à mesure, on voit que ça s'améliore. Au fur et à mesure. Qui est le 7e sultan. Suleiman Ier. Dit Suleiman, bon là j'ai mis une très belle image. Normalement il y en a une autre, transcrite un peu à la main, mais j'ai voulu mettre celle-là parce que bon quand même c'est l'un des plus puissants, des plus grands sultans, des plus prestigieux et des plus illustres de la dynastie ottomane, et je pensais qu'il méritait, sans bien sûr sous-estimer les autres, mais il méritait en tout cas qu'on lui mette ce genre d'image. Mourad IV, ça c'était sa signature. Vous voyez, c'est toujours un peu le même style. Mahmoud II, il a une très belle signature. Vous voyez, Mahmoud II. Vous voyez ici Mahmoud, c'est marqué, ça se voit de manière très flagrante. Mahmoud II. Lui, il a une très belle signature. C'est le 30e sultan. Abdelmajid Ier, 31e sultan. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'elle s'améliore. Ah, le dernier. Enfin, pas le dernier sultan, mais le dernier signature que j'ai mis ici. Abdelhamid II. Voilà sa signature. Son togra, c'est ça. Une histoire et des hommes. Je voudrais vous citer cette parole. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. C'est la parole de Raymond Aron, qui est un politologue, philosophe, sociologue français, décédé en 1982. C'est une très belle parole. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Une histoire et des hommes, parce qu'il faut savoir que l'histoire de la dynastie ottomane, de l'Empire ottoman, c'est une histoire faite de réussite, de succès, de grandeur et de drame aussi. Et il ne faut pas angéliser les sultans ottomans. Notre conduite en tant que musulmans, d'ailleurs c'est le dernier point de notre intervention, notre conduite en tant que musulmans, c'est que nous souhaitons clémence et pardon et grâce à tous les sultans ottomans et à tous les sultans musulmans en réalité. Mais après cela, nous laissons aux historiens le soin de trancher quant au cours des événements. Comment analyser, comment avoir un regard critique sur certains événements, c'est le rôle de l'historien. Et c'est pour ça que j'ai conclu par ça, pour vous rappeler que l'histoire de l'Empire ottoman, c'est une histoire d'hommes, ce ne sont pas des anges. Quelquefois, ils prennent des décisions qui sont gravissimes, mais ils pensent bien faire. Et je vais vous donner un exemple avec lequel je vais conclure mon cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est le seul exemple. C'est une décision terrible qui sera prise par Suleiman le Magnifique, qui est pourtant l'un des plus puissants sultans. Une décision terrible qui va coûter très cher à l'Empire ottoman des siècles plus tard. C'est que, avant tout, le sultan Suleiman le Magnifique avait une épouse qui s'appelait Roxelane. C'était une chrétienne d'origine ukrainienne. Et c'est aussi un reproche fait à beaucoup de sultans ottomans. Ils ont de nombreuses épouses. Beaucoup d'entre eux ont épousé des épouses chrétiennes. Le problème n'est pas d'épouser une épouse chrétienne, en soi, ce n'est pas un problème. Mais c'est les conséquences. Parce que ces femmes-là étaient beaucoup plus fidèles à leur nation d'origine qu'à leur patrie d'adoption. Et c'est le cas de Roxelane ici. C'est la préférée de son mari. Elle va l'influencer, elle va le convaincre pour qu'il accorde au roi François Ier de France le titre de protecteur des chrétiens d'Orient. C'est la porte ouverte à toutes les ingérences françaises, européennes dans l'Empire ottoman. Les Français pourront chaque fois utiliser le prétexte que soi-disant des chrétiens sont persécutés, qu'il faut améliorer le sort des minorités. Ils vont à chaque fois s'ingérer dans les affaires, surtout lorsque l'Empire ottoman est faible, dans les affaires de l'Empire ottoman. Les Russes feront la même chose, les Allemands feront la même chose, les Anglais feront la même chose, au nom des mêmes raisons, ce qu'on appelle l'imtiyazat, donc les capitulations, où l'Empire ottoman sera obligé de céder une série de privilèges permettant à ces nations d'influencer le cours de la politique ottomane, la gestion des affaires ottomanes, et aussi manipuler les minorités et les pousser à se révolter contre l'Empire ottoman. C'est ici que se termine ce cours. Je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, au mois de septembre pour l'acte 2 de cette histoire où nous allons parler des fondateurs de cet empire, de leur histoire et des grands événements qui se sont passés et produits durant leur période. Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.